Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Comment expliquer à l'ère contemporaine la persistance du travail des enfants dans des sphères nombreuses, parfois même des secteurs à haut risque, extraction de minerais, manipulation de produits dangereux? Quel statut accorder aux enfants travailleurs? Quelle valeur attribuer au travail des enfants? De quelle protection peuvent-ils bénéficier? Quelles sont les conditions qui favorisent l'exploitation des enfants au travail? Quelles sont les raisons invoquées par les employeurs pour justifier le recours à une main-d'œuvre vulnérable? Au nom de quelle rationalisation peut-on accepter les maladies, les blessures et les morts de nombreux enfants dans des secteurs pénibles d'activité? Est-ce que la notion de profit suffit à faire taire les opposants à l'embauche de jeunes enfants, alors que des mesures incitatives auprès des parents pourraient retarder l'entrée sur le marché du travail de leur progéniture, notamment afin de leur permettre d'aller à l'école quelques années de plus? Est-ce que l'équation du travail des enfants se pose vraiment en termes dichotomiques? Aller à l'école ou travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille? La problématique du travail des enfants se pose-t-elle de façon différente selon les pays, les secteurs économiques en jeu, les lois adoptées pour régir leur embauche, ou encore selon les ressources des agences de surveillance? Quelle est notre conception de la justice? Quel est le prix du progrès? Sur quelles assises la civilisation repose-t-elle? Y a-t-il des besoins impératifs de continuer à mobiliser une main-d'œuvre bon marché, aisément remplaçable, peu encline à se révolter, incapable de se syndiquer, de faire la grève? D'évidence, dans de nombreux cas, on est loin de la glorification du travail, de l'accomplissement personnel, du travail comme moyen d'accéder à une vie meilleure, on est plus près de la servitude, de l'exploitation, de la survie, voire de l'esclavage moderne, même si cette expression ne devrait pas nécessairement être utilisée. Sans équivoque, de grandes disparités existent selon les continents et les industries concernées, avec pour résultat qu'encore aujourd'hui de nombreux enfants travaillent au détriment d'une scolarisation susceptible de leur garantir de meilleures opportunités d'emploi. De fait, si certains enfants ne consacrent qu'une partie de leur temps à travailler, après l'école, la fin de semaine, pendant les vacances estivales, il en va autrement pour de nombreux autres. En effet, pour de multiples enfants, le travail représente leur activité principale, n'ayant que peu ou pas de possibilité de fréquenter un établissement scolaire, même de façon sporadique. Retenons qu'il nous apparaît quasi impossible de donner une définition précise de ce que recouvrent les expressions « les enfants travailleurs » ou « les enfants qui travaillent ». Parce que selon les interlocuteurs, les enfants, les parents, les employeurs, les instances étatiques, les notions d'enfance et de travail diffèrent grandement des propositions qui sont faites à l'échelle internationale. Mais d'une manière générale, par ces termes, enfants travailleurs et enfants qui travaillent, il faut notamment entendre des enfants très jeunes de même que tous ceux qui devraient fréquenter une institution scolaire mais qui ne le font pas. Aussi, pour apprécier chaque situation à l'étude, il faudra tenir compte d'une grande variabilité en matière d'acceptation sociale et politique du travail des enfants. Par exemple, certains enfants, tous les âges confondus, peuvent être contraints de travailler, sans avoir comme alternative la possibilité d'aller à l'école. En outre, l'émancipation des enfants en vue de leur permettre de travailler peut se faire dès l'adolescence, indiquant une précocité en la matière. En l'occurrence, les études de cas que nous avons sélectionnées pour étudier le travail des enfants dans ses diverses ramifications touchent des secteurs d'emploi pluriels. Celui des mines, en Inde, au Burkina Faso et au Mali, celui de l'agriculture aux États-Unis et en Turquie, du textile au Myanmar, des tanneries au Bangladesh, et enfin celui du travail domestique en général. L'intérêt de cibler des domaines de travail aussi diversifiés, outre le fait qu'ils vont permettre une comparaison entre les finalités du travail des enfants et les conditions de travail auxquelles les enfants travailleurs sont exposés, c'est de pouvoir mieux définir les trajectoires des enfants qui travaillent et notamment de mettre en exergue les aspects particuliers et genresques qui caractérisent le travail des filles et des garçons, ainsi que les risques susceptibles de les affecter. C'est donc en tenant compte de ces différents scénarios que dans ce livre, nous nous proposons de mieux comprendre les finalités du travail des enfants, les conditions auxquelles ils sont soumis ainsi que les conséquences, en ce qui concerne leur santé et leur bien-être en général, qui vont les affecter dans le court et le long terme. Il sera donc important de retracer les motivations des enfants qui revendiquent le droit de travailler, et par ailleurs,
de mieux expliquer les dynamiques qui se déploient entre les différents acteurs en jeu, les multinationales, les intermédiaires et les superviseurs dans les usines et les divers lieux de travail, les instances gouvernementales et les organismes de surveillance pluriels, sans oublier les familles, les parents et les enfants eux-mêmes. Dans la première partie, nous cherchons à mieux cerner les liens susceptibles d'unir le système scolaire et le monde du travail. En effet, dès lors que l'on s'intéresse au travail des enfants, il apparaît tout à fait fécond de chercher à mieux saisir ce qui se passe à l'école, et de façon précise, nous allons réfléchir à la mise en catégorie des élèves dans le système scolaire. En mettant en lumière la manière dont des trajectoires d'exclusion se façonnent rapidement à l'école, il sera possible, non seulement, de mieux comprendre les paramètres pouvant mener à l'échec scolaire, mais également, de mieux cerner les liens profonds qui unissent le milieu scolaire et le monde du travail, deux univers aptes à marginaliser les enfants. En outre, considérant que de nombreux parents rejettent l'école et optent plutôt pour une entrée rapide de leurs enfants sur le marché du travail, l'exercice consistant à questionner les diktats qui gouvernent la scolarisation des enfants ne semble pas vain. En sus, questionner les cadres de référence auxquels les chercheurs se verraient contraints d'adhérer lorsqu'ils font des recherches dans des sphères normatives, à l'instar de l'école, continue de s'imposer comme un must, la capture des chercheurs par des instances de pouvoir étant encore chose d'actualité. Pour clore cette première partie, ce sont notamment les stratégies méthodologiques retenues afin de fouiller plus avant notre objet d'étude qui sont exposées en profondeur. Dans la deuxième partie, les différentes études de cas sont présentées en prenant soin de préciser pour chaque secteur sous enquête, le secteur minier avec l'exploitation du mica, du granit et de l'or, le secteur agricole avec la récolte du tabac et des noisettes, le secteur du textile, celui des tanneries et le travail domestique en général, les finalités du travail des enfants selon leur point de vue, mais aussi selon le point de vue de leurs parents. À la lumière des descriptions des conditions de travail auxquelles sont exposés les enfants, exposition à des pesticides et à des produits chimiques, risque de blessures plurielles, de maladies chroniques, on comprend mieux que souvent l'espérance de vie des enfants travailleurs ne dépasse pas 50 ans. Incidemment, à maint égard, dans ce livre, il s'agit de cerner la victimisation des enfants qui travaillent de gré ou de force, expérimentant parfois des conditions de travail pénibles et dangereuses, et la plupart du temps pour des salaires très bas. Dans la troisième partie, le travail des enfants est abordé en tenant compte de ce qui se passe à hauteur du système capitaliste, à l'intérieur duquel les organisations et les industries font travailler les enfants. De fait, adoptant une perspective théorique centrée sur les crimes systémiques, nous allons notamment nous intéresser aux justifications des sociétés commerciales et des industries qui continuent de recourir à une main-d'œuvre enfantine, et ce en dépit souvent, de leurs affirmations publiques en vue de mettre un terme à la présence des enfants travailleurs sur les lieux de travail. En particulier, les rhétoriques évoquées par les employeurs pour expliquer la présence des enfants sur les sites d'exploitation sont précisées. De plus, afin de mieux scruter l'apport économique du travail des enfants à l'échelle locale et au plan national, voire international, les gains enregistrés par les organisations et les industries en jeu seront retracés. Pour faire bonne mesure, seront également examinées les activités des agences de surveillance, lesquelles en dépit de lois explicites interdisant le travail des jeunes enfants, souvent de moins de 14 ans, peinent à faire respecter les réglementations existantes. Concrètement, la manière dont la surveillance est déployée sur le terrain sera discutée à l'aune des conditions de travail des enfants. Enfin, lorsque pertinent, les lois qui sont adoptées ou qui ne le sont pas en vue de faire respecter les droits des enfants sont passées en revue. Dans la quatrième partie, ce sont précisément les paradoxes entourant le travail des enfants qui sont abordés. En effet, sans conteste, des paradoxes notoires caractérisent le domaine du travail des enfants. Par exemple, d'un côté, plusieurs observateurs estiment que le travail des enfants, de gré ou de force, est synonyme de grande pauvreté. Amnesty International 2015. Mais d'un autre côté, pour les parents, inciter les enfants à travailler peut avoir précisément pour finalité la volonté de sortir de la pauvreté, ne serait-ce que parce que les enfants vont contribuer au revenu familial. Autre mouvance apparemment contradictoire, on retient que des mères n'envoient pas leurs filles à l'école par crainte des agressions sexuelles dont elles pourraient être victimes, préférant les amener avec elles au travail, l'entreprise leur offrant apparemment une meilleure protection. Bonnet 2014.
Par ailleurs, les filles qui travaillent dans les mines, quant à elles, alors qu'elles travaillent à l'extraction de minerais divers, sont susceptibles des '. Être violées au quotidien, Sophie Langlois, mai 2019, Radio-Canada. Une fois examinés les paradoxes du travail des enfants à l'ère contemporaine, il sera possible alors dans la dernière partie, de mieux situer la condition spécifique qui est celle des enfants qui travaillent. À savoir des personnes dont le sacrifice est nécessaire, dans le dessein explicite et implicite de protéger le système à l'intérieur duquel les employeurs, les différents acteurs en jeu, les multinationales, les gouvernements et les agences de surveillance évoluent. Partie 1. Aspects conceptuels et stratégies méthodologiques. En matière d'éducation et d'apprentissage, l'école est-elle la meilleure chose qui puisse arriver à des étudiants? À quelles exclusions, difficultés et inégalités récurrentes, des élèves sont-ils susceptibles d'être exposés en continu et de manière systématique en raison d'un étiquetage précoce dont les finalités explicites et implicites sont régulièrement occultées? De façon spécifique, les deux expressions auxquelles nous allons maintenant nous intéresser, les apprenants et les bons citoyens numériques, sont des termes d'un usage courant dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire des catégories qui servent à désigner les écoliers sans que soient nécessairement discutées les définitions de ces expressions par les nombreux acteurs qui vont les relayer via de nombreuses tribunes officielles. Or, assurément, la question des mises en catégories effectuées par les institutions scolaires ne peut être passée sous silence, notamment en raison de leur adhésion aux valeurs du capitalisme, des conditions susceptibles de contribuer à la cristallisation d'inégalités sociales importantes, précisément en ce qui concerne les enfants et leurs trajectoires respectives. C'est donc l'occasion de réfléchir à l'exclusion programmée de nombreux étudiants, lorsque la marchandisation du système éducatif vient moduler les conditions du cursus scolaire. Ce faisant, il sera possible de mieux cerner les paramètres de recherche devant présider pour le chercheur qui tente de préserver son indépendance et de conserver une perspective critique dans ses travaux. Le monde du travail et le monde de l'école, au sens large, semblent parfois bien éloignés l'un de l'autre. À tort ou à raison, on a souvent tendance à associer l'école à un lieu où les enfants sont protégés. Ainsi, entourés d'adultes bienveillants, les étudiants n'auraient qu'à se consacrer à l'acquisition d'apprentissage, autant de savoir qui devrait leur servir toute leur vie. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce bien le cas? N'y a-t-il pas lieu de se demander si l'école ne cède pas progressivement à l'importation de principes directeurs et d'exigences qui ont surtout cours dans le monde du travail? En fait, le risque de ne pas adopter de perspective critique en recherche, c'est de ne pas mesurer l'impact négatif, notamment parce que le phénomène n'est pas nécessairement envisagé dans sa globalité et parce que le point de vue des acteurs n'est pas obligatoirement pris en compte, eu égard au cadre de référence qu'ils décident d'adopter, du manque de rigueur méthodologique du chercheur dans toutes ses ramifications, en particulier parce que ce dernier participe à des exclusions sociales au nom de la pédagogie ou de visées éducatives. Le chercheur ne pourrait dès lors ne trouver que ce qu'il cherche, faisant fi de ce qu'il ne veut pas voir. Un monde social qui reproduit des inégalités, n'ayant pas envisagé qu'il puisse être dans l'erreur, ou pire qu'il fait le jeu du système politique, capitaliste, dans lequel il s'insère. Aussi, lorsqu'il entreprend une démarche de recherche, le chercheur n'a-t-il pas tout intérêt à proposer des avenues critiques et à opter pour des définitions larges susceptibles d'éviter le piège consistant à reproduire des fractures sociales qui perdurent bien au-delà de l'école? Dans une telle optique, l'exercice qui consiste à tracer un bref aperçu des définitions et des cadres normatifs auxquels les termes apprenants et bons citoyens numériques donnent lieu, tout en rappelant leurs conditions d'utilisation, ne devrait pas être vain, notamment parce qu'il importe toujours de questionner et d'identifier les finalités qui animaient l'apostrophe. Adoption de catégories et de terminologies spécifiques, dans tous les milieux, mais tout particulièrement dans le milieu scolaire, en raison du passage obligé pour tous les êtres humains de s'astreindre à une scolarisation bien documentée, eu égard notamment à la possibilité que des intérêts organisationnels et gouvernementaux soient privilégiés, précisément au détriment de la prise en compte des intérêts spécifiques des étudiants, une avenue que l'on ne saurait écarter d'emblée. En l'occurrence, dans un contexte de rupture épistémologique, où rompre avec le sens commun s'impose comme une démarche incontournable, surtout en méthodologie qualitative, il apparaît tout à fait fécond de réfléchir aux diktats auxquels le chercheur accepte de se soumettre,
parfois sans même se poser la question de leur utilité, de leur nocivité ou bien même des contraintes qu'ils font peser sur toute entreprise qui tend à se qualifier de recherche. Or, réfléchir à la pertinence d'adopter de façon quasi inconditionnelle des termes en usage dans une discipline donnée laisse percer une possible capture du chercheur. D'autre part, l'avenue conceptuelle proposée ici devrait permettre de mieux déceler les liens qui unissent deux milieux apparemment en opposition l'un par rapport à l'autre lorsque l'on traite des enfants, le système scolaire et le monde du travail. De fait, sans équivoque, questionner les mots, leur sens, leur polysémie, leur mobilisation à des fins de domination et de clivage social constitue une avenue à la fois démocratique et libératrice. En effet, depuis belle lurette, il est essentiel de réfléchir à la manière dont les mots sont utilisés à des fins partisanes, idéologiques, ou en vue de l'instauration de régimes totalitaires. Comme chacun sait, la novlangue exerce une influence pervasive, elle se répand, s'infiltre dans toutes les couches de la société, dicte des comportements et en interdit d'autres. Autant d'argumentations connues et identifiées qui n'en finissent plus de tromper le citoyen. En particulier, des inversions du sens et des oblitérations du sens représentent autant de procédés de la rhétorique néolibérale, que l'on peut aisément associer à la novlangue, des procédés qui une fois déconstruits sont susceptibles de faire apparaître leur statut d'outil au service de l'ordre dominant. Evelyn Piailler, avril 2018, Le Monde diplomatique. Dans un tel contexte, l'indépendance du chercheur ne saurait être compromise, il importe donc de souligner que pour qu'il puisse la conserver, plus que jamais, encore une fois, le chercheur doit s'affranchir des diktats institutionnels susceptibles de créer des catégories de citoyens. Par voie de conséquence, si le chercheur adopte des définitions trop restrictives, parce qu'insuffisamment questionnées, s'il adhère de façon inconditionnelle à des idéologies centrées sur des notions normatives et moralisatrices, il risque d'oublier de se centrer sur le point de vue de l'acteur. Il risque aussi de se priver de l'opportunité d'étudier des phénomènes sociaux importants et en comprendre les facettes plurielles, entre autres. Le décrochage scolaire, la détresse psychologique des étudiants, le nombre important de suicides chez les jeunes, la difficulté d'étudier et de travailler en même temps, en somme, l'échec présumé de l'école à remplir ses missions multiples. Tôt ou tard, le chercheur devra donc se poser la question suivante, celle de savoir si les valeurs doivent être transmises aux élèves par l'école, ou bien s'il leur appartient de déterminer leurs propres valeurs. Bravo 2007. Pour de nombreux enfants, ce sera le monde du travail qui se chargera de les former. Avec plus ou moins de bonheur et d'espérance de vie. D'évidence, sans relâche et en continu, des discours et des rhétoriques multiples, apparemment crédibles parce qu'issus d'instances de pouvoir, organisent nos pensées et orientent nos choix de recherche. Et parce que nous tombons à pieds joints dans des argumentations déjà formatées, inconscients des buts poursuivis par ceux qui les émettent, ils limitent parfois notre capacité à distinguer le vrai du faux. En la matière, ce n'est pas parce que les discours sont répétés à satiété sur Internet qu'ils ont acquis leur lettre de noblesse. Ce n'est pas parce qu'ils sont publiés dans des rapports gouvernementaux qu'ils doivent être repris sans prendre de recul. À maints égards, il importe de réfléchir aux termes imposés, aux dichotomies toutes faites, aux catégories qui maintiennent des rapports de pouvoir qui se déclinent trop souvent aux dépens de populations vulnérables. C'est pourquoi il ne suffit pas que des expressions soient mobilisées sciemment dans des rapports étatiques produits par des agences gouvernementales, pour qu'il soit opportun d'en justifier leur utilisation. Par conséquent, le chercheur ne peut éviter de s'interroger sur les diktats qu'il risque de consolider au fil de ses travaux, compte tenu des cadres de référence qu'il va mobiliser à des fins de recherche. Autrement dit, à l'heure des fake news, plus que jamais, il apparaît nécessaire de développer une perspective critique, au risque sinon de se rendre compte trop tard que l'indépendance du chercheur n'est plus qu'un vague concept au service d'intérêts dont la finalité ne serait pas la mise à l'avant-plan du point de vue de l'acteur, mais plutôt sa soumission à des fins de consommation. Par exemple, la terminologie « ennemi combattant », qui a été mobilisée dans un passé pas si lointain devrait nous rappeler l'importance de questionner les catégories adoptées à des fins politiques. Aussi, l'adhésion inconditionnelle à des terminologies qui ont préséance dans un domaine spécifique peut signifier que le chercheur accepte, sans les discuter, l'imposition de visions organisationnelles, lesquelles peuvent s'avérer à la longue dommageables pour les principaux intéressés, à savoir les élèves. Certes, dans l'immédiat,
Notre proposition réflexive ne repose que sur l'utilisation de deux termes d'un usage courant dans le milieu éducatif: les apprenants et le bon citoyen numérique. Mais l'examen de ces catégories révèle l'importance pour le chercheur, dans le cadre spécifique de ses travaux, de ne pas les adopter sans les discuter, de la pertinence de les définir et d'en justifier leur utilisation, au risque de contribuer encore une fois à reproduire une idéologie porteuse d'exclusion sociale. Sans relâche, le chercheur devrait donc se questionner sur la capacité des mots à maintenir des relations de pouvoir tout en exacerbant des fractures sociales récurrentes. Dans cet ordre d'idées, questionner les finalités des instances gouvernementales et scolaires qui mobilisent des terminologies spécifiques susceptibles de se déployer aux dépens de populations vulnérables, ne peut que favoriser une meilleure compréhension des implications qui en résulteraient pour les acteurs. Des acteurs qui se retrouveraient enfermés à leur insu et contre leur volonté dans des catégories dont la pertinence resterait à être démontrée, eu égard aux controverses qu'elles soulèvent. Et donc le chercheur ne pourrait adopter un discours dans le dessein express de plaire aux institutions et aux ministères qui régissent sa profession, ou même en vue de satisfaire ses lecteurs avides de terminologie douteuse. Pour mémoire, la novlangue en référence au livre de G. Orwell, 1984, est un modèle de discours propagandiste visant au formatage des esprits, Breton 2012. Ainsi, avec la novlangue, les mots passent dans le langage courant sans que l'on remette en question leur sens, et au fil du temps, le sens du mot se modifie, un constat qui n'est pas sans rappeler que l'objectif est double: dominer les esprits et les gens, et aussi s'assurer de leur docilité et de leur conformité. Le novlangue se présente donc comme une simplification lexicale et syntaxique calculée de la langue, destinée à rendre impossible l'expression des idées subversives et à éviter toute formulation critique de l'État. Plus spécifiquement, est l'objectif avoué de la novlangue et la fin de la pensée indépendante et libre, car réfléchir signifie à chaque fois s'arrêter, être freiné. Cela pourrait même conduire à critiquer et finalement à refuser d'obéir. Victor Klemperer, LTI 1947 in Cincinnatus 2016. Aussi, dans cette partie, dans un premier temps, chapitre 1, en scrutant attentivement deux termes d'un usage répandu en milieu scolaire, les apprenants et les bons citoyens numériques, nous portons une attention particulière aux liens susceptibles d'exister entre les contraintes qui sévissent dans le milieu scolaire, des contraintes qui affectent les enfants dans leurs trajectoires multiples, et celles qui se déploient dans l'univers du travail, alors que les enfants sont confrontés à des formes d'exploitation multiples. Dans un deuxième temps, chapitre 2, nous précisons les stratégies méthodologiques retenues afin de réaliser nos travaux. Y seront abordées les études de cas sélectionnées, la nature des données empiriques mobilisées ainsi que la dynamique de l'analyse qui va scander ce parcours dans l'univers du travail des enfants. En bout de ligne, les hypothèses de travail qui vont servir à guider notre recherche seront bien ancrées dans les univers fréquentés par les enfants. Chapitre 1. L'école et la mise en catégorie des élèves. L'occasion de réfléchir aux liens qui unissent le milieu scolaire et le monde du travail. De quelle manière et au moyen de quels dispositifs pédagogiques est-ce que les visions des institutions scolaires et gouvernementales qui s'articulent autour de la notion de l'apprenant et du bon citoyen numérique sont-elles source de ruptures plurielles, de chaos, d'aliénation et de marginalité? Dans quel contexte précis ces termes sont-ils utilisés? Que faut-il entendre par la notion d'apprenant? Qui sont-ils? Quel rôle leur donne-t-on? Dans une mouvance d'apprentissage multiple, est-ce bien la terminologie qui convient? Par ailleurs, n'y a-t-il pas un risque à former de bons citoyens numériques? D'autant que dans une perspective éducative, recourir à la terminologie un bon citoyen numérique, n'est-ce pas déjà créer des fractures sociales, numériques et politiques? Quel danger guette le chercheur qui décide de reprendre des discours organisationnels et de se poser en défenseur des politiques institutionnelles? N'est-il pas opportun dans le cadre d'une démarche épistémologique et méthodologique qualitative de questionner les a priori qui guident nos choix de recherche? De questionner les allégeances qui façonnent nos cadres conceptuels? Comment le chercheur pourrait-il adhérer à des catégories où le choix d'y inclure des pans entiers de la population se traduit parfois en termes d'exclusion plurielle pour de nombreuses personnes, quand ce n'est pas l'enfermement, ou encore la torture qui les attend? Peut-on servir plusieurs maîtres sans risquer de se perdre en route? La réponse est non.
Assurément donc, utiliser des termes spécifiques, sans prendre le temps de scruter le contenu explicite et implicite qu'ils renferment, semble comporter un risque de taille, celui de mettre précisément en danger l'indépendance du chercheur, c'est-à-dire que le chercheur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que ses travaux n'aient pas pour finalité de se mettre au service d'intérêts organisationnels et individuels, dont le but ultime serait non pas de contribuer à l'avancement des connaissances, mais plutôt de servir des objectifs commerciaux, voire totalitaires. Les exemples en ce domaine sont légion. Sans contredit, le rôle du chercheur n'est pas de s'assurer que le message des hautes instances, quelles qu'elles soient, soit relégué de façon pervasive et en continu. En l'occurrence, indéniablement, rompre avec le sens commun constitue une première étape indispensable à tout exercice qui s'inscrit dans un rigoureux processus de recherche. Sans conteste, donc, afin de s'assurer d'une rigueur méthodologique notoire, tout chercheur doit s'affranchir des directives, des perspectives idéologiques et des principes émis par des organes gouvernementaux ou autres organismes subventionnaires. En somme, l'obligation pour le chercheur d'accorder de l'importance à la nécessité de questionner les présupposés des gouvernements et des institutions, leur cadre de référence, constitue sa seule garantie pour ne pas reproduire à l'infini les discours qui cimentent des clivages sociaux notoires. Le chercheur qui n'aurait pas effectué une rupture épistémologique apte à lui garantir son indépendance dans le processus de recherche en cours risquerait de devenir le porte-parole d'instances normatives et disciplinaires. Il ne serait plus en position de remettre en cause les conditions de production de discours et de questionner les discours dominants, autant d'avenues, lesquels, faut-il le rappeler, sont susceptibles de garantir la pérennité des fondements de la démocratie. Par voie de conséquence, lorsqu'il entreprend une recherche, le chercheur se doit d'être tout spécialement attentif aux implications politiques et sociales des termes choisis, précisément en raison des dérives potentielles qui pourraient résulter de l'adoption de terminologies ayant le potentiel de susciter des controverses plurielles, notamment en ce qui concerne des fractures sociales notoires aux dépens de populations vulnérables. Au final, en questionnant les catégories retenues dans le milieu scolaire afin de décrire les étudiants, notre propos, certes méthodologique, porte aussi sur la nature politique et sociale des activités des enfants. En effet, l'utilisation de terminologies précises peut avoir des répercussions importantes pour les étudiants, quand ce n'est pas leur exclusion des lieux mêmes qui se consacrent à leur éducation. Pour preuve, les étudiants qualifiés et traités à l'aune d'apprenants risquent d'être doublement exclus, non seulement des modalités d'apprentissage qui les concernent, leur point de vue sur la question n'étant pas nécessairement sollicité et retenu, mais également des circuits qui pourraient leur permettre d'éviter un décrochage anticipé, que ce soit en raison de dépendance à des substances multiples, parce qu'ils adoptent des comportements suicidaires, ou encore parce qu'ils sont marginalisés eu égard à leurs origines sociales. Pour mémoire, quand Glaser et Strauss, 1967, parlent d'un processus social fondamental, ils incitent le chercheur à appréhender le phénomène étudié dans sa globalité au lieu d'écarter d'emblée des explications et des avenues analytiques pouvant s'avérer à court et à moyen terme des plus fécondes. Dans une telle logique discursive, pour les chercheurs, utiliser des mots comme apprenant et bon citoyen numérique, en l'absence d'une discussion critique soutenue, ne peut se faire sans risquer de signaler au lecteur une adhésion inconditionnelle à une idéologie, à des décisions politiques et à des accommodements diachroniques, lesquels semblent avoir été adoptés davantage pour satisfaire des perspectives organisationnelles et institutionnelles que pour répondre aux besoins particuliers de tous les étudiants. En fait, les discours organisationnels ne sont pas innocents. De manière intrinsèque, ils sont porteurs de conséquences potentiellement graves pour ceux qui sont définis en tant qu'apprenants ou de bons citoyens. À ce propos, l'histoire est riche d'exemples qui nous confirment le risque qu'il y a pour le chercheur à ne pas se poser une question fondamentale, à savoir, qui détient le savoir ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.